On pouvait marcher dans la rue et garder ses pensées pour soi, tandis que la marée de voix informulées ne restait qu'un murmure confus dans un coin du cerveau. Bien sûr, de temps en temps, on ressentait quelque chose de très néfaste qui se dressait sous votre crâne et hurlait à votre adresse. Norman Kane, qui était venu ici par amour d'une fille qu'il n'avait jamais vue, arriva au coin des rues de l'université et de Shattuck, au moment même où le signal passa au rouge. Il s'immobilisa, tandis que la circulation s'écoulait sous ses yeux. C'était un moment peu favorable, 4h30 de l'après-midi. Alors que tous les systèmes nerveux ébranlés de fatigue se précipitaient vers la maison, haïssant toutes les autres choses allant à pied ou sur roue, il aurait peut-être mieux fait de rester dans le bar, un peu plus bas dans la rue. Il y faisait frais, dans une pénombre agréable. Le barman avait l'esprit engourdi d'une douce somnolence, et Kane aurait pu effacer de sa conscience la présence de la femme. Non, peut-être pas. Une fois que la ville vous avait mis les nerfs à vif, comment résister aux ordures charriées par certains cerveaux? Bizarre, songeait-il, que les plus raffinés à l'extérieur fussent le plus souvent les plus terriblement pervertis à l'intérieur. Il n'aurait jamais la moindre idée de se mal conduire en public. Mais juste au-dessous du niveau de la conscience. Berkeley était en tout cas préférable à San Francisco ou Oakland. Plus la ville était grande, plus elle semblait renfermée de mal à 3 centimètres sous l'os frontal des gens. New York était pratiquement inhabitable. Il y avait un jeune homme qui attendait près de Kane. Une fille arriva sur le trottoir, jolie, avec de longs cheveux blonds et un corsage bien rempli. Kane l'observa distraitement. Oui, elle avait un appartement privé, qu'elle avait soigneusement choisi parce que le concierge était tolérant. La pensée de luxure fit tressauter les nerfs du jeune homme. Il suivit la fille des yeux et elle passa, comme un simple mouvement harmonieux. Dommage. Ils auraient pu prendre du plaisir ensemble. Ken gloussa intérieurement. Il n'avait rien contre l'honnête désir, du moins pas dans son esprit conscient et libéré. Il ne pouvait rien contre un certain degré de puritanisme dans son subconscient. Seigneur, il était impossible d'être à la fois télépathe et prude. La vie des gens, c'était leurs affaires, tant qu'ils ne faisaient pas trop de mal aux autres. L'ennui, songea-t-il, c'est qu'ils me font du mal. Mais je ne peux pas le leur dire. Ils me mettraient en morceaux et me piétineraient ensuite. Le gouvernement, l'armée, ne voudraient pas que vive un homme capable de lire ses secrets. Mais leur colère, à base de peur, ne serait qu'un caprice d'enfant, à côté de la furie aveugle de l'homme du commun. Père attentif, bon mari, honnête travailleur, patriote ardent, dont on connaîtrait les péchés secrets. On peut parler à un prêtre ou à un psychiatre parce que ce ne sont que des mots et qu'il ne vit pas vos échecs avec vous. Le signal passa au rouge et Ken entreprit de traverser. À quelques rues de distance, les terrains de l'université faisaient une oasis de verdure bien entretenue devant les collines brunies. Écorché vif, brûlé, 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 la chair pourrissante, décomposée, les os blanchis, durs, propres, qui sortent. Ken s'arrêta pile. Dans son vertige, il sentait que sa chemise était inondée de sueur. Et l'homme qu'il venait de croiser avait l'air tellement ordinaire. « Hé là, mon gars, réveille-toi. Tu veux te faire écraser ?» Ken reprit le contrôle de lui-même et acheva de traverser la rue. Il y avait un banc à l'arrêt de l'autobus, et il s'y laissa tomber en attendant que son tremblement s'arrête. Il y avait des pensées insupportables. Il connaissait un moyen de se remettre. Il repensait au père Schliemann. L'esprit du prêtre avait été comme un puits profond sous des arbres mouchetés de soleil dont la surface était égayée de quelques feuilles aux teintes automnales. Mais l'eau avait un goût minéral, acide,
un parfum de terre vivante. Il avait souvent cherché refuge près du père Schielmann, en ces jours de sa puberté, quand ses facultés télépathiques avaient commencé à s'éveiller. Depuis lors, il avait trouvé des esprits sains, des esprits heureux, mais aucun qui fût aussi serein, aussi vigoureux sous sa gentillesse. « Je ne veux pas que tu tournes autour de ces papistes, fils, tu m'as compris ?» C'était son père, l'homme maigre et implacable, qui portait toujours une cravate noire. « Avant de t'en apercevoir, tu en seras à adorer des idoles sculptées tout comme lui. » « Mais ce ne sont pas... » Les oreilles lui sifflaient encore de la gifle qu'il avait reçue. « Monte dans ta chambre. Tu ne redescendras pas avant demain matin, et d'ici là, tu m'auras appris par cœur 2 chapitres de plus du Deutéronome. Peut-être cela t'apprendra-t-il ce qu'est la vraie foi chrétienne. » Ken eut un sourire amer et alluma une nouvelle cigarette au mégot de la précédente. Il savait qu'il fumait trop, et il buvait, mais pas trop. Ivre, il restait sans défense devant les assauts des pensées atroces. Il avait dû s'enfuir du foyer paternel à l'âge de 14 ans. La seule alternative eût été le conflit ouvert et, en conclusion, la maison de correction. Évidemment, cela l'avait éloigné du même coup du père Schliemann. Mais, comment diable, un adolescent sensible eût-il pu cohabiter avec le cerveau de son père ? Les psychologues admettaient-ils à présent qu'on pût être à la fois sadique et masochiste ? Ken savait que ce double type existait. Dieu merci, la portée télépathique extrême n'était que de quelques centaines de mètres. Et un gamin qui lisait dans les pensées n'était pas tout à fait sans ressources. Il pouvait éviter les autorités aussi bien que les pires horreurs de la pègre. Il pouvait trouver un couple convenable, d'âge moyen, à l'autre bout du continent, et se faire adopter. Ken se secoua et se releva. Il jeta sa cigarette à terre et l'écrasa sous son talon. Il ne put s'empêcher de faire la grimace en se rappelant qu'il avait fui la conscription en 1949. Il avait assez voyagé pour savoir que son pays valait la peine d'être défendu, mais il n'avait pas eu de difficulté à circonvenir le psychiatre et à se faire noter comme psychonévrosé incurable, ce qu'il serait immanquablement devenu après 2 ans passés parmi des hommes au désir réfréné. Il n'avait pas eu le choix. Mais il ne pouvait s'empêcher d'éprouver un sentiment de déchéance. Ne péchons-nous pas tous, absolument tous ? Y a-t-il une seule créature humaine qui n'ait pas son fardeau de honte ? Un homme sortait du drugstore près de lui. Ken lui fouilla l'esprit par oisiveté. On pouvait pénétrer profondément dans le moi d'un autre quand on le voulait. D'ailleurs, on ne pouvait se retenir. Il était impossible de capter seulement des pensées formulées. L'organisme est trop étroitement intégré. La mémoire n'est pas un simple classeur, mais bien un processus continu au-dessous du niveau de la conscience, en quelque sorte. On revit sans cesse tout son passé, et plus le souvenir renferme de charges émotives, plus il irradie puissamment. L'étranger s'appelait... peu importe. Sa personnalité était comme une signature inimitable, au même titre que ses empreintes digitales. Ken avait pris l'habitude de considérer les gens comme un symbole topographique multidimensionnel. Leur nom n'était que jargon arbitraire. L'homme était professeur adjoint d'anglais à l'université, âgé de 42 ans, marié, 3 enfants, faisant des versements sur le prix d'une maison à Albany. Un type sobre et régulier, mais sociable, aimé de ses collègues, prêt à venir en aide à ses amis. Il pensait à ses cours du lendemain avec des idées sous-jacentes relatives à un film qu'il désirait voir, et un courant profond de peur d'avoir un cancer, en dépit de ce que disait le médecin. Enfouit plus profondément la liste de ses crimes secrets. Dans l'enfance, il avait tourmenté un chat. Il avait eu des appétits oedipiens bien dissimulés. Il s'était masturbé. Il avait commis quelques petits larcins, comme tout le monde. Plus tard, il avait triché à plusieurs examens. Il avait fait une ridicule tentative avec une fille sans résultat, parce qu'il était trop nerveux. Une fois, il avait pris une place dans une queue à une cafétéria et s'était fait expédier au bout avec une observation sèche. Et, Dieu soit loué, Jim, qui en avait été témoin,
habitait maintenant Chicago. Encore plus tard, des souvenirs pénibles de borborigmes stomacaux incontrôlables à un dîner officiel. Une femme, dans une chambre d'hôtel un soir de congrès. Une lâcheté. Il avait laissé renvoyer le vieux Carver, parce qu'il n'avait pas eu le courage de protester devant le doyen. Et pour le présent, le petit dernier était méchant, géniard, morveux. On ne peut pas montrer ce qu'on pense réellement. Seul dans son bureau, il lisait Rosamond Marshall. Il tripotait de jeunes seins sous des pullovers serrés. Il y avait les rivalités académiques mesquines. Il avait donné une bonne note imméritée au jeune Simonson parce que ce garçon était si beau. Il était pris de panique, honteuse, et de sueur la nuit, quand il pensait à la mort qui supprimerait sa conscience. Et après, c'était un brave homme, ce professeur adjoint, bon et honnête, et ses conflits eussent dû rester entre lui et l'ange de justice. Peu de ses pensées s'étaient traduites en actes, et peu le seraient. Ken cessa de se concentrer sur lui. Le télépathe était devenu indulgent. Il attendait peu de choses de chacun. Personne n'était conforme à son masque, sauf peut-être le père Shyamalan et quelques rares autres. Et c'étaient encore des humains, avec les faiblesses humaines, la seule différence étant qu'ils avaient trouvé la paix. C'était la teneur émotive sous-jacente de culpabilité qui effarouchait Kane. Dieu savait qu'il ne valait pas mieux lui-même. Il était pire, peut-être. Seulement, c'était sa vie qui l'y avait poussé. Si l'on éprouvait un instinct sexuel normal, par exemple, mais qu'on ne puisse pas partager au sens propre du mot les pensées d'une femme, la vie devenait une succession de brèves rencontres. Il n'y avait pas d'autre recours, même si la formation austère de l'enfance continuait à protester. « Excusez-moi, auriez-vous du feu ?» Lynn est morte. Je n'arrive pas encore à comprendre que je ne la verrai plus jamais. Finalement, on vit à la petite semaine, mais ce qu'on fait entre-temps, comment on passe les soirées solitaires. Certainement, c'était peut-être le pire, partager les peines sans pouvoir les soulager et ne pouvoir que donner du feu pour allumer une cigarette. Ken remit les allumettes dans sa poche et se dirigea vers l'université, faisant de nouveau halte à Oxford Street. 2 vastes bâtiments se dressaient à gauche. D'autres se distinguaient devant et à droite à travers un écran d'eucalyptus. Le soleil et l'ombre se partageaient la pelouse. Dans l'esprit d'un étudiant qui passait, il lut où se trouvait la bibliothèque. Une grande bibliothèque. Peut-être renfermait-elle une indication, enfouie dans les classeurs de périodiques. Il avait déjà trouvé le prétexte pour obtenir la permission d'y fureter. Un jeune auteur qui faisait des recherches pour son prochain roman. En traversant Oxford Street, Ken sourit intérieurement. Écrire était vraiment la seule occupation possible. Il pouvait habiter la campagne et se tenir loin de l'insistance compacte de l'esprit de ses contemporains. Et avec ses moyens d'investigation sur l'âme humaine, 5 minutes passées à un coin de rue lui fournissaient une douzaine d'intrigues et il y gagnait largement sa vie. La seule difficulté était d'éviter la publicité. Les convocations chez les éditeurs à New York, les séances d'autographes, les thés littéraires, tout cela lui déplaisait. Mais on pouvait rester anonyme, si on le voulait bien. On prétendait que personne, hormis son agent, ne savait qui était B. Craven. Ken avait eu la folle pensée que Craven était peut-être un autre être comme lui. Il avait entrepris un long voyage pour s'en assurer. Non, il était seul sur la terre, un mutant particulier et solitaire. Excepté que, cela frissonna en lui. De nouveau, il se trouva assis dans le train. Il y avait 3 ans de cela. Il prenait un verre dans le wagon-bar tandis que le train aérodynamique fonçait à l'est dans les ténèbres du Wyoming. Ils avaient croisé un train filant à l'ouest, un train moins élégant. Son verre lui avait échappé des mains, et il était resté plongé pendant un bref instant dans une siccité pénible. Un éclair de pensée lui effleurant l'esprit, s'enflammant une fois reconnu, puis emporté de nouveau au loin. Bon sang, il aurait dû tirer le signal d'alarme, et elle aussi. Ils auraient dû arrêter les 2 trains et marcher dans la cendrée et les buissons pour s'étreindre. Trop tard. 3 ans ne lui avaient apporté qu'un vide encore grandi. Quelque part dans le pays, il y avait,
où il y avait eu une jeune femme, et elle était télépathe. Et le contact étonné de son cerveau avait été doux. Il n'avait pas eu le temps d'en apprendre davantage. Depuis lors, il avait abandonné tout espoir de la retrouver par l'intermédiaire des détectives privés. Comment leur dire « Je cherche une fille qui se trouvait dans tel train la nuit du... » Les petites annonces dans tous les grands journaux ne lui avaient rapporté que quelques lettres de cinglés. Probablement ne lisait-elle pas les avis personnels, lui-même ne l'avait jamais fait avant de commencer ses recherches. Et on y trouvait trop de détresse, quand on comprenait l'humanité comme il la comprenait. Ken haussa les épaules et longea l'allée jusqu'à la grille. Le chemin montait légèrement. Il y avait sous l'abri un flic à l'air ennuyé, chargé de s'assurer que seules les voitures autorisées étaient parquées sur les terrains. Le paradoxe du progrès. Une tonne d'acier qui brûlait du pétrole irremplaçable pour déplacer un ou deux corps humains, et ce travail s'exécutant si bien qu'il devenait universel et étouffait les villes qui lui avaient donné naissance. Une société télépathique aurait été plus rationnelle. Quand on pourrait sentir et guérir la moindre blessure d'une âme d'enfant. Quand le lourd fardeau de la culpabilité pourrait être déposé parce que chacun saurait que tous avaient fait la même chose. Quand les hommes ne pourraient pas tuer parce que le soldat comme l'assassin sentirait la victime mourir. Cela devait être bon d'être jeune et sourd à l'esprit d'autrui. Un chien arriva entre-temps et Ken se décontracta dans le plaisir simple, indicible, d'être un épagnol admiré et bien portant. Alors, peut-être vaut-il mieux être chien qu'homme ? Non. Sûrement pas. Car si l'homme connaît plus de peine, il connaît aussi plus de joie. Il en est ainsi des télépathes. Plus facilement blessés, oui, mais, Seigneur, pensez aux sourds de l'esprit toujours emmurés dans leur solitude. Pensez au partage non seulement d'un baiser, mais d'une âme avec la bien-aimée. La pente était plus raide en approchant de la bibliothèque, mais Ken était en bonne forme et l'effort lui plaisait. Au bas du perron, il s'arrêta pour tirer quelques bouffées avant d'entrer. Une femme qui y passait lui lança un coup d'œil et il apprit qu'il pouvait également fumer dans le hall. La lecture de pensée avait ses applications pratiques. Mais il se sentait bien au soleil. Il s'étira physiquement et mentalement. Il lui semblait que le battement forcené de son cœur allait noyer la double pensée qui se répandait dans son cerveau. La pensée d'un étudiant en physique, d'un jeune homme très ordinaire, sauf qu'il était totalement perdu dans la joie primitive de résoudre un problème. Et la pensée d'une autre, de celle qui écoutait. Elle. Il vacillait, les yeux clos, perdant sa respiration comme s'il escaladait une montagne. « Êtes-vous là ? Êtes-vous là ? N'ose pas croire ce que j'éprouve. J'étais l'homme du train. Et j'étais la femme. » Un frisson d'union. « Là, monsieur, ça ne va pas ?» Kane faillit gronder. Sa pensée à elle était si lointaine, à peine discernable. Il n'obtenait que des mots sous-vocalisés. Rien d'elle-même. Et c'est importun. « Non, merci, tout va bien. » Seulement un peu essoufflé. « Où êtes-vous ? Où puis-je vous trouver, ma chérie ?» Image d'un grand bâtiment blanc. « Juste ici. Je suis assise sur le banc, dehors. Venez vite, je vous en prie. Soyez ici. Je n'aurais jamais cru que cela pût être réel. » Ken prit le pas de course. Pour la première fois depuis 15 ans, il ne faisait pas attention aux humains qui l'entouraient. Il eut des regards étonnés, mais il ne s'en aperçut pas. Il courait vers elle, et elle courait aussi. « Je m'appelle Norman Ken. Ce n'est pas mon nom de naissance. Je l'ai pris à des gens qui m'ont adopté, parce que je me suis enfui de chez mon père. Affreux. Comme maman est morte dans les ténèbres. Il n'a pas voulu qu'elle ait des calmants malgré son cancer. Il disait que les drogues, c'était le péché, et que la douleur est bonne pour l'âme. Il le croyait sincèrement. Quand mon pouvoir m'est apparu, au début, j'ai fait des erreurs, et il m'a battu.
en disant que c'était de la sorcellerie. J'ai cherché toute ma vie durant depuis. Je suis écrivain, mais seulement parce qu'il faut vivre. Mais ce n'était pas la vie jusqu'à maintenant. Oh, mon pauvre bien-aimé, j'ai eu plus de chance. En moi, le pouvoir a mis plus longtemps à se manifester. J'ai appris à le cacher, et j'ai 20 ans. Je viens étudier ici, mais que sont les livres maintenant? Il la voyait à présent. Elle n'était pas belle, selon le terme courant, mais elle n'était pas laide. Il y avait de la bonté dans ses yeux et dans la courbe de ses lèvres. Comment vous appellerai-je? Pour moi, vous serez toujours vous. Mais il faut un nom pour les sourds de l'esprit. J'ai une maison à la campagne, parmi les vieux arbres. Les rares voisins sont de bonnes gens, aussi aimables que la vie le leur permet. Alors laissez-moi y aller avec vous, que je n'en parte plus jamais. Ils arrivèrent l'un près de l'autre, et se tinrent à un pas de distance. Pas besoin de baiser, ni même de serrement de main, pas encore. Ce furent leurs esprits qui bondirent et ne firent plus qu'un. À l'âge de 3 ans, je buvais l'eau de la cuvette des cabinets. Cela avait une fascination spéciale pour moi. Je volais de la monnaie à ma grand-mère, bien qu'elle eût très peu d'argent, afin d'aller manger de la glace au drugstore. J'ai évité la conscription. Il y a les saletés avec les femmes. Quand j'étais petite, je n'aimais pas ma grand-mère, bien qu'elle me chérît. Une fois, je lui ai joué ce méchant tour à l'âge de 16 ans. J'ai fait une bêtise terrible, de la façon suivante. Je suis resté physiquement chaste, surtout par peur, mais mes expériences par personne interposée se chiffrent par milliers. Des yeux observèrent d'autres yeux avec horreur. Ce n'est pas que vous ayez péché, car je sais que chacun a fait de même, ou l'aurait fait avec notre don. Je sais aussi que ce n'est rien de grave ni d'anormal. Naturellement, vous avez de bons instincts, vous avez honte. Oui, mais c'est que vous savez ce que j'ai fait. Vous connaissez le moindre désir et la moindre pensée, la moindre saleté enfouie en haut de ma tête. Je sais que cela ne signifie rien, mais au-dessous, il y a tout ce qu'on m'a inculqué quand j'étais enfant. Je n'avouerai à personne que de telles choses existent en moi. Une voiture passa, les arbres murmuraient à la brise légère. Dans l'allée, un garçon et une fille passèrent la main dans la main. La pensée resta suspendue, froidement, sous le ciel. Une pensée unique en 2 esprits. Allez-vous-en de moi. Je vous déteste.